Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir la première édition des Rencontres de l'Énise. Et je souhaite remercier Madame Tixier qui représente aujourd'hui la préfecture et qui est parmi nous. Je souhaite aussi remercier nos 4 grands témoins qui vont animer la table ronde de cet après-midi. Donc, Ludovic Demière, directeur des ressources humaines de Vinci Construction, Patrice Gambier, business manager CPCI ISEM, Séverine Moncel, dirigeante de la société Adifis Ingénierie, et Marc Mougenot, directeur de site chez Linamar Montfaucon Transmission. On a 3 axes de travail. Le premier, c'est comment est-ce qu'on réduit notre empreinte carbone. Et donc, on va travailler sur des usines qui sont d'enrobés, qui sont beaucoup plus économes en CO2, avec des sources d'énergie différentes. Avec, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous faites de l'enrobé, vous savez, vous prenez des granulats et vous les mélangez avec du bitume, quoi. En gros, vous mettez tout ça dans un gros tambour, vous chauffez et puis ça vous fait l'enrobé. Quand on stocke le granulat sans le couvrir, il prend l'humidité et donc il faut beaucoup plus chauffer pour retirer l'humidité et que l'enrobé se fasse dans de bonnes conditions. On a décidé de couvrir tous les stocks de granulats de nos usines d'enrobé. C'est une décision qui est lourde financièrement, mais qui, sur la durée, en termes d'économie de CO2, est évidemment une décision stratégique. Et puis en plus, on s'est dit que finalement, si on les couvrait, qu'on mettait des panneaux solaires, c'était encore plus intéressant. Quand un deuxième axe, alors évidemment, on électrifie nos flottes de véhicules, etc., sur les réductions d'émissions de CO2. Quand on a un deuxième axe qui est sur l'économie circulaire, vous l'avez vu également dans le film, aujourd'hui, sur toutes nos carrières, on a décidé, et c'est annoncé en ce moment à Polytech, on a décidé qu'on ne fournirait plus de granulats 100% vierges à nos clients. Tous les granulats qu'on va fournir prendront une part de recyclé systématique. Et donc là, on révolutionne le marché de la vente de granulats. Au début, ça choque un peu les clients, mais en fait, aujourd'hui, quand vous prenez une bouteille d'eau, c'est toujours du recyclé. Quand vous mettez une polaire, c'est du recyclé. Enfin, ça choque plus personne que ce soit le cas. De la même manière, vous l'avez vu dans le film, il y a les routes avec un pourcentage d'enrobés recyclés dedans. C'est la même chose. Aujourd'hui, on est à peu près à 20% des enrobés qu'on produit contiennent, dans les enrobés qu'on produit, il y a 20% d'enrobés recyclés. Donc on refait de l'enrobé. On a démontré il y a quelques années qu'on était capable de faire 1 km de route 100% recyclé. On a enlevé l'enrobé, on l'a recyclé, on l'a remis en place. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut avancer. Et puis le troisième axe sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est l'impact sur les milieux naturels. Il y a l'eau, il y a la biodiversité, puisqu'on est un métier qui par nature impacte sur les milieux naturels et sur lequel on doit, quand on repart, ne pas avoir laissé de traces, voire même essayer d'avoir amélioré les milieux dans lesquels on est intervenu. Petite entreprise ou grande entreprise, je pense que de toute façon, nous faisons tous partie d'une chaîne, d'un maillon, d'une grande chaîne, et nous avons tous un rôle à jouer dans le monde de l'environnement. Alors nous, on a plusieurs axes. On construit des usines de traitement, de valorisation de déchets. Donc pour nous, ça a du sens. On se dit, on aide à valoriser ces déchets. Donc ça, c'est le premier aspect, qui est celui que j'ai présenté à l'instant. Et ensuite, nous sommes maîtres d'œuvre, donc on conçoit et on réalise. Et donc, on a plusieurs leviers d'action, même si nous sommes petits. Quand on conçoit, on décrit les ouvrages, on réfléchit avec notre équipe de maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études. Et donc, on a là, nous, la possibilité de donner un impact dans la direction, dans une direction d'économie d'énergie, dans une direction, qu'est-ce qu'il y a comme source à proximité? Est-ce qu'il y a du bois à proximité? Est-ce qu'on pourrait pas mettre une chaudière bois plutôt que de mettre du gaz? Est-ce que on pourrait pas étudier le bâtiment, le repositionner, le tourner? Est-ce que ça n'a pas un impact sur les brise soleil? Est-ce que ça n'a pas un impact? Est-ce qu'il faut vraiment le climatiser? Enfin voilà. Donc on a un rôle là au niveau de la conception de dire comment est-ce qu'on construit le bâtiment pour que derrière il consomme moins, pour qu'il soit le plus décarboné possible. Quels sont le béton qu'on va utiliser, par exemple? Est-ce qu'on va utiliser un béton bas carbone? Parce qu'aujourd'hui, il faut encore un petit peu de béton. C'est un peu difficile de faire du zéro béton dans ce type de construction. Mais il y a des solutions techniques qui existent. Et si tous, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre béton? On a plus de chances d'y arriver à cet autre béton. Surtout ce qui est conception-fabrication, aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises, on s'oriente vers l'électrique et l'hybride.
Donc par rapport à ça, ça nous a obligé un petit peu à repenser un petit peu certaines nouvelles technologies. On a intégré des nouvelles technologies grâce aux derniers projets. Aujourd'hui, quasiment la totalité de nos produits sont utilisés sur des véhicules hybrides et on a gagné là ces derniers temps 2 pièces pour des véhicules 100% électriques. Donc là, pour le coup, pour l'utilisateur final, il va y avoir des contraintes de bruit, par exemple, puisque forcément, vu qu'il n'y a plus le moteur thermique pour couvrir les éventuels bruits de boîte de vitesse, il faut arriver à des niveaux de précision qui sont assez importants. Et pour le coup, en termes de conception-fabrication, ça fait partie des choses sur lesquelles on a dû évoluer. Et on a intégré des nouveaux équipements par rapport à ça. On a monté en compétence notre personnel pour permettre ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a géré ça. Ne vivez pas recroquevillé sur vous-même. Soyez, ça a été dit tout à l'heure, curieux, attentif, apprenant. Projetez les modèles, même s'ils sont utopiques. Faites de la science-fiction. Regardez des films de science-fiction. Ceux qui sont sortis en 80, vous avez quasiment les solutions aujourd'hui. Et on touche l'écran, ça bouge. Il y a plein de trucs qui ont été imaginés, qui étaient folles. Je dis, mais ils sont fous, ceux-là. Eh ben non, ça y est, c'est fait. Donc, projetez-vous parce que c'est loin d'être fini. Loin d'être fini. L'intelligence artificielle, puisque c'est un petit peu la question, vous pouvez la refuser, mesdames, messieurs les élèves. Vous pouvez la refuser, mesdames, messieurs les profs. Mais c'est comme ça. On ne peut rien faire, ça va sortir. Donc apprenons à faire avec. Donc aujourd'hui, 100% de nos lignes automobiles sont automatisées, robotisées et sont faites en interne. Ça a plusieurs atouts du coup. Ça donne des postes intéressants, ça nous permet d'avoir des stages intéressants également. Et on garde les compétences en interne. Et je dirais que l'intelligence artificielle, pour le coup, c'est ce que t'est la robotique aux opérateurs. Donc l'intelligence artificielle, ça l'est pour l'ingénieur. Il faut que l'ingénieur s'adapte à ça, parce que forcément, ce sera une menace pour chacun des ingénieurs. Mais s'il arrive à s'adapter et à utiliser cette intelligence artificielle correctement, ça peut être un atout important pour lui. Tout comme la robotique, un atout important pour l'opérateur. C'est pour M. Mougenot et M. Gambier. Vous avez dit que la robotisation elle avait changé le métier de l'opérateur, que potentiellement l'intelligence artificielle elle changerait le métier d'ingénieur. Nous, en tant qu'étudiants à notre échelle, comment on peut faire pour éviter cela et se rendre indispensable ? Il faut toujours se tenir informé. Je pense qu'au cours de votre carrière, vous aurez des formations à poursuivre pour toujours être à la page, on va dire, de ce qui se fait de mieux, on va dire, en matière d'intelligence artificielle, en l'occurrence. Et puis, il faut s'adapter. Il y a un moment, c'est aussi le rôle de l'ingénieur de savoir s'adapter et d'apporter des solutions à l'entreprise. Comme le disait tout à l'heure, en fait, c'est votre ingéniosité, on va dire, qui va faire votre valeur. Je rajouterais simplement le petit terme frugal. C'est l'ingéniosité frugale. C'est un terme de Carlos Tavares, puisque c'est vraiment le fait de trouver les solutions le moins chères possible qui feront qu'on sera le plus efficace. Donc voilà. Et l'intelligence artificielle peut être plutôt un outil pour ça, plutôt qu'une menace. Lorsque vous parlez robotisation, ça pas tuer, c'est pas ce que vous avez dit, mais ça a diminué le nombre de postes d'ouvriers. Donc réfléchissez ce que faisait l'ouvrier. Le robot, on voit bien ce qu'il remplace, mais il y a toujours des ouvriers ou des ouvriers professionnels ou des techniciens. Qu'est-ce qu'ils font eux par rapport à ceux qui étaient sur la machine ? Eh bien, il y aura la même transition au niveau des cols blancs, donc pas que les ingénieurs, mais beaucoup de gens. Mais puisqu'on parle des ingénieurs, c'est pareil. Les ingénieurs aujourd'hui font des choses. L'intelligence artificielle va être l'équivalent du robot, mais il y aura toujours des ingénieurs pour faire des choses. Imaginez ce que ce sera. Ce qui est clair, c'est qu'il va falloir qu'on imagine des solutions, d'autres modes de vie agréables, positifs, etc. Et ça, c'est tout à chacun, mais c'est aussi et surtout peut-être les ingénieurs. Mais imaginez, si je remets ça à peu près dans le contexte,
J'en ai pas pour très longtemps. Dans les années 2000, une voiture électrique, ça faisait entre 30, 35 et 110 km d'autonomie. Aujourd'hui, on arrive à 730 WLT. Hein. On garde le même rapport. Moi, j'attends que ça arrive à 1000 avant d'en acheter une, parce qu'en dessous de 1000, ça fait 500-600 km d'autonomie. Là, ça me va. Mais vous voyez la vitesse, quand on met des ingénieurs à bosser là-dessus, tous ensemble, à quelle vitesse ça va? Et là, vous avez un couple chimique qui sort toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez un couple chimique. Fer, cobalt, machin chaud, silicium, truc muche, liquide, solide. Ça part de partout. Les moteurs électriques, on n'avait pas travaillé dessus. Sur les machines-outils, on avait les vieux moteurs électriques. Sur les voitures, à part les alternateurs, c'est tout ce qui avait été travaillé. Là, depuis qu'il y a l'obligation de passer en électrique, c'est une obligation. Hein. Bah, vous verriez, les moteurs, ils ont multiplié leur rendement, divisé leur prix, augmenté par 4 le couple. C'est énorme. Mais il suffit de décider de travailler dessus. C'est pour ça que je vous disais, seul l'humain peut changer le monde. C'est que déjà, il faut qu'une personne impulse. Alors ça peut être l'Union européenne, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le président de la République, ça peut être n'importe qui, mais ça peut être vous-même d'impulser quelque chose. Si on impulse quelque chose avec une volonté et qu'on met des moyens cérébraux, on trouve. Les métiers, ils évoluent sans cesse, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose de toute façon. Il faut s'adapter. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Notre rôle, c'est de s'adapter, mais je pense que c'est aussi une force et c'est propre de l'homme. Et il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est le terme intelligence collective, parce que ce changement, c'est bien plus sympa quand on le fait tous ensemble et tous ensemble, on est sûr d'y arriver. Parce que là, ça nous paraît un mur, on a l'impression d'avoir un mur devant nous en nous disant mais bientôt on n'a plus d'eau, bientôt il va faire 40 degrés, comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, ensemble, on va trouver des solutions et on va y arriver. Pour Marc Mougenot, avec toutes les transitions que nous avons évoquées pendant cette table ronde, quelles sont les nouvelles attentes des entreprises pour un jeune ingénieur? Du coup, qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot, qui s'adaptent et qui nous trouvent des solutions, comme je le disais tout à l'heure, ingénieuses et frugales. Donc, en fait, les entreprises, elles veulent simplement avoir des solutions simples et pas trop chères, si possible, aux problématiques qu'elles rencontrent. Et les problématiques d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Donc, voilà, c'est ce qu'on attend de l'ingénieur, c'est qu'il nous aide à réussir ces transformations. C'était une conférence qui était vraiment intéressante parce qu'on n'a pas forcément l'occasion en fait, de voir autant d'intervenants, de pouvoir rencontrer des professionnels, de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir découvrir tout ce qui est tous les métiers en fait, qui sont liés à l'ingénierie. Les entreprises que nous avons rencontrées nous ont permis d'apprendre plus sur l'évolution écologique de leur entreprise et leur impact sur l'environnement. J'ai passé un agréable moment, c'était intéressant d'avoir 4 points de vue complètement différents, de personnes qui viennent de milieux différents. Donc je pense que c'était un bon moment pour la plupart des étudiants.